tout cas, je vous remercie encore. Et puis, on ne va pas perdre de temps. Je vous présente Ersan Moussa, qui est un des membres de Level Up. Il nous a préparé un petit truc spécialement pour ce soir sur Unreal, et notamment sur la prévise. Et puis voilà, je vais te laisser continuer. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc du coup, Ersan Moussa, prévise artiste. Et je vais reprendre Olivier Martini pour le citer. Au cinéma, il y a une phrase qui est célèbre, c'est moteur, caméra, action. Lui, il a dit, lui c'est la lumière, moi c'est la caméra. Donc voilà, on commence comme ça. Olivier. Très rapidement mon parcours. Je commence par la fin. Membre fondateur du Level Up avec Kevin et tous les autres. Donc je suis très honoré et content de voir autant de monde. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que la salle est plus que pleine, des gens partout. Ça met un peu la pression, mais ça va être cool quoi. Donc plein de têtes qu'on ne connaît pas et tout. Merci à vous d'être là déjà en tant que membre du Level Up. Et maintenant je repasse dans la peau du prévise artiste. Voilà, mon parcours très rapidement, j'étais étudiant à l'école Georges Méliès, je suis sorti en 2016, j'ai fait un film qui s'appelle Kebab Romance. En français c'est Prélude à un amour sans fin, fin comme la fin, F-A-I-M. Voilà. Et ensuite du coup j'ai travaillé notamment pour Kevin, entre autres, ça s'appelle La Rue Image, et j'ai fait, du coup chez lui on a fait un trailer. Il a été à la rue pendant quelques temps. C'est ce que j'allais dire. Pendant 1 mois et demi, j'étais à la rue avec Kevin, du coup. C'était le nom de la boîte, ça s'appelait La Rue Image. Et en gros, moi, en sortie d'école, j'ai commencé par faire de la mocap à Solid Anime, et je faisais de la mocap, du rendu en temps réel, du shading, et enfin, j'étais généraliste, quoi. Et moi, ce qui m'attirait vraiment, c'était la prévise, c'était l'animatique 3D. Donc, je vais en rentrer dans le détail après. Ensuite, du coup, plus tard, je suis devenu intervenant à l'école Georges Méliès, ça fait 6 ans que je suis intervenant là-bas. Plus tard, j'ai retravaillé du coup à ABC Paris, j'étais superviseur prévise, j'étais tout seul, donc c'était facile. Et ensuite, j'ai eu des gars qui m'ont accompagné, notamment à Arnaud qui est à côté, il y a Thomas à passer, et il y en a plein d'autres. On était 3-4 avec Virginie, et à avoir aidé du coup à sortir les films chez eux. Et en ce moment, du coup, je suis superviseur créatif et technique dans une boîte qui s'appelle Small Creative. On fait des films en VR. Il y a aussi mes collègues qui sont là, ils sont super cool. On est en méga rush en ce moment, et ils sont là, donc voilà, on est dans une passe, on a une livraison dans 2 semaines, donc je vais aller vite. Pour tout le monde, ça va aller plus. Quelques projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler du coup. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai travaillé sur plein de projets. J'ai fait des films 2D, 3D, d'animation, des films en live action, j'ai fait des jeux, j'ai travaillé sur des films d'auteur, des films indépendants du coup, des blockbusters, des choses comme ça. Très intéressant. J'ai fait aussi du clip, je note pas, c'est pas écrit. J'ai travaillé sur un clip de Joule. C'est la plus grande carrière mondiale. Voilà. Et ensuite, en ce moment, du coup, j'ai travaillé sur quelques projets, dont 2 qui ne sont pas encore annoncés, qui sont là, floutés. Ceux qui reconnaissent, alors, si on pisse les yeux, on peut plus ou moins essayer de dire des choses. Voilà. Voilà. Et aussi, il y a un jeu qui s'appelle Siberia 4, avec lequel j'ai travaillé. Il y a des collègues ici qui sont là parmi nous. Donc j'étais cinématique artiste là-dessus. Donc en gros, je suis vraiment un généraliste de base. Et ensuite, c'est mon profil. Quelques projets sur lesquels j'ai travaillé. Mon premier projet, du coup, à Londres. J'ai travaillé à Londres à The Surf Floor en 2017. Et là, je vous montre quelques images. Alors du coup, étant prévise artiste, je n'ai pas les plans. En fait, c'est très difficile d'avoir les plans. Pour la simple raison, c'est que du coup, en fait, on travaille très souvent, très en amont du film. C'est-à-dire qu'on travaille des fois jusqu'à 1 an avant le tournage. Et ensuite, il y a le tournage. Et après le tournage, il y a la post-prod. Et la sortie du film. Des fois, c'est même jusqu'à 3 à 4 ans. Donc il y a des projets que je fais et c'est très difficile d'avoir les images parce que du coup, c'est déjà archivé ou des choses comme ça. Donc du coup, si on veut les récupérer, c'est un peu compliqué. Donc je vous montre ici que les plans, entre guillemets, finis. Et j'ai quelques images de plans en progress, du coup, de la vraie prévise
pour vous donner un peu une idée et comprendre ce que c'est, quoi. Donc là, j'étais mon tout premier projet, alors j'utilise le pointeur. Ici, c'est Les Animaux Fantastiques 2. J'ai eu la chance d'avoir une séquence à travailler tout seul, alors ça faisait 2 mois que j'étais là-bas. J'étais très très content et très fier parce que le gars qui faisait la mocap n'était pas présent. Et ils ont laissé la mocap à un junior. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait la séquence quasiment tout seul, alors que ça faisait 2 mois que j'étais là-bas, alors que je ne savais pas animer en keyframe. C'était très drôle, du coup, voilà. Parce que mon poste là-bas, c'était shot creator, previs artist, / généraliste, / entre guillemets animateur. Et du coup, je ne savais pas animer en keyframe. Donc c'était très drôle de faire une séquence full. Du coup, la séquence faisait 4 minutes et quelques au début. En montage, elle fait, je pense, 1 minute et quelques avec plein de cuts. Mais à la base, c'était juste un long shot. Et on a travaillé du coup avec des acteurs, entre autres Eddie Redmayne, du coup, avec lesquels on a vraiment collaboré de très près. Et c'était très très sympa de bosser avec lui. J'ai travaillé notamment avec des personnes qui a Quentin Sur, qui est un super pote, mon premier lead, et Vincent Petit qui m'a donné la chance d'aller là-bas, du coup, à The Third Floor, le 3e étage, malgré mon accent en anglais. Voilà. Et là, on voit pas très bien, mais c'est la séquence ici, qui est un peu connue, entre guillemets, parce que du coup, c'est les Animaux Fantastiques, le 3, Fantastic Beasts 3. Et j'ai fait la fameuse séquence avec les crabes qui mettent leurs mains comme ça, là. Et c'est assez drôle parce que du coup, au début, on me donne une séquence à faire et on me dit, bah, moi j'arrive des fois, j'ai pas le script encore. Et là-dessus, on me dit, bon, bah, je dois faire la séquence tout seul. Mon superviseur me fait confiance, il me dit, ok, tu nous fais ça. Et je sais juste que il y a un acteur, enfin, du coup, un personnage qui doit récupérer son frère en prison. Et on me donne du coup ce qui va être construit sur le set. Donc sur le set, en fait, il y a 30 degrés qui sont construits, un espèce de camembert de 30 degrés. Et de ça, on va devoir construire une espèce de spirale de je ne sais pas combien d'étages, quoi. Et en fait, c'est censé être la prison dans laquelle Newt va récupérer son frère. Et on me dit, bah, là-dedans, il y a des crabes, et c'est tout sombre. Et en fait, l'espèce de passage entre différentes cellules, l'espèce de, je sais pas comment on dit, l'espèce de trottoir, entre guillemets, il fait quelques centimètres de large, donc du coup l'acteur doit se déplacer avec une lampe, parce qu'il fait nuit, il doit se déplacer de cette façon avec une lanterne, quoi. Et donc moi je le fais avancer tout droit, je mets la lanterne dans la main, dans le sens de sa route, et je le fais avancer. On a un retour client qui est, ça serait bien que la lanterne soit dans la main de derrière. C'est un peu bête, ça serait bien que la lanterne soit éclaire ses pieds, quoi. Et du coup je dis à mon superviseur, j'ai une idée, viens, je laisse la main tendue comme ça, j'enlève pas la main, je change juste la contrainte de la lampe, et du coup il marche comme ça, quoi. Et bien c'est très drôle. Et on essaye, on le balance et les clients ont validé. Et du coup les crabes derrière, je sais pas si on voit ici là, mais les crabes en fait ils marchent comme ça, et du coup l'acteur, Eddie Redmayne du coup, était très amusé par ça. Et du coup il en a fait toute une séquence, c'est la Swivel, si ceux qui connaissent, qui ont TikTok, parce que c'est devenu une trend TikTok après. C'était très drôle, je recevais des TikTok de gens qui faisaient ce truc-là après, quoi. C'était assez marrant. Et voilà, du coup, si on voit là, on le voit en train de faire le swivel, donc voilà, il se déhanche. Ça, c'était très drôle. Un bon Windows là. Là, il a 2 minutes. Voilà, du coup, les autres projets sur lesquels j'ai travaillé, du coup, je vais pas aller, voilà. Du coup, j'ai travaillé sur des Marvel, comme Spider-Man Far From Home. Du coup, j'ai travaillé sur la séquence Molten Man et l'introduction de Mysterio. Donc, du coup, souvent, j'ai des séquences où on introduit un personnage ou le film ou une séquence. C'est un peu l'étiquette que j'ai, plus ou moins. Et là, du coup, sur Slumberland, qui est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui n'est pas non plus dingue, sur Netflix. Mais en fait, il est très, 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 très joli. C'est le voyage de Nemo, en fait. Et du coup, j'ai eu toute une séquence à faire, du coup, quand ils entrent. Et j'ai fait un setup MASH pour ceux qui connaissent, donc du coup j'ai fait des particules de papillons où tout se désintègre, et en fait c'est des personnages qui voyagent de rêve en rêve, et on peut rencontrer les rêves des autres personnages aussi à travers leur voyage. Et en gros j'avais designé, ou je sais pas comment on peut dire, j'ai créé ce shot avec l'aide de mon superviseur et avec l'accord des clients. En fait on a fait tout un environnement qui se crée à partir de papillons, quoi. Papillons monarques, pour ceux qui connaissent. Et ensuite j'ai travaillé sur Willy Wonka aussi, les séquences d'introduction du film, donc les tout premiers shots du film, et l'introduction aussi du Oompa Loompa. Voilà, c'était très marrant de faire ça. L'inspiration au début du Oompa Loompa, c'était vraiment le 3e homme,
J'adorais les effets d'ombre et des choses comme ça. On m'a dit ouais c'est très bien, continue. Et jusqu'à ce que le film sorte, ça a été enlevé complètement. Je suis parti voir le film, donc du coup entre le moment où j'ai travaillé dessus et le moment où il est sorti, il y a eu quelques années. Et moi j'étais trop fier de cette séquence que j'adore, le troisième homme. Et je me suis dit ça va être trop bien de voir Loompa Loompa avec les effets d'ombre et tout partout. Ça a été viré complètement. Ça arrive constamment parce qu'on est en prévise et c'est normal quoi. Il y a eu beaucoup de changements, de retake après qu'on ait fini de travailler et donc ça arrive techniquement quasiment tout le temps. Autre chose du coup très rapidement, j'ai aussi travaillé sur Klaus à Madrid, un film en 2D. C'était très chouette à faire. Du coup c'est un film full 2D et on était quelques artistes 3D dessus. Donc voilà. Et dedans on a fait notamment la prévise. Et du coup, tout le project mapping, tout le mapping de dessus, à quelques mois de la fin. Et en fait, mon but, c'était de faire des caméras qui fonctionnent le mieux possible pour faire le moins de dessins possible, parce qu'on était vraiment à la bourre. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec des animateurs incroyables qui pouvaient animer en keyframe comme on anime en 3D, aussi vite, avec des actions incroyables. Et j'ai 3 shots d'anime dedans, alors que je suis pas animateur. Voilà, c'est assez marrant. Travailler sur d'autres shots du coup, et aussi de la pub, pas mal de pubs, j'ai fait pas mal de pubs. En vrai, j'ai eu la chance de travailler sur pas mal de projets et pas mal de pubs. Là, c'est les pubs pour les Canadiens IGA. IGA, c'est l'espèce de supermarché Carrefour de chez eux. Avec mathématiques, j'étais chez eux. Et là, en fait, c'est pour la Neom, je sais pas si vous connaissez, c'est The Line. C'est des mecs qui ont beaucoup d'argent. Et c'est très drôle, du coup. The Line, le projet, c'est très drôle, du coup. Donc on m'a proposé de travailler dessus, j'ai accepté évidemment. ça correspond parfaitement à mes convictions. Pas du tout. Et je leur ai demandé du coup le budget, on m'a dit il n'y a pas de budget. Et en fait, voilà, c'est saoudien, il n'y a pas de budget. Du coup c'était très drôle d'avoir un projet, il n'y a pas de budget. Et ils m'ont dit, tout ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ils ont construit une montagne en plein dans le désert. Et du coup, ils vont faire descendre des gens à ski, mais ça serait bien qu'ils remontent à ski, tractés par des hélicos. J'étais là genre, why not? Du coup ici là, on voit les shots que j'ai fait en prévise. C'est des mecs qui remontent la pente, tractés par des hélicos. J'ai un peu honte, mais c'est quand même drôle. Voilà. Et aussi j'ai travaillé sur le film Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui est en route avec des collègues ici. Un super film, si vous ne l'avez pas vu. Il est encore au cinéma, je crois, dans quelques cinémas. Et il fait la course aux Oscars. Il représente la France en tant que sélection étrangère. Je vais aller plus vite. Oui. Du coup... voilà. Juste pour la prévise. C'est quoi la prévise? Et là, du coup, j'ai mis une petite vidéo. L'idée pour nous, c'est on doit d'abord écouter, on doit comprendre la vision d'un réalisateur et arriver en gros à la transmettre cette vision à toutes les équipes de tournage. L'idée, c'est qu'on va partir du script ou de storyboard en gros et puis on va faire une cinématique, une petite version animée des films des mois avant qu'ils mettent le pied sur un plateau de tournage. On va anticiper les problèmes et on va répondre à autant de questions créatives ou techniques que possible pour qu'ils puissent réaliser les films les plus ambitieux possibles dans les meilleures conditions possibles. Le réalisateur fait marquer le donc, Vincent Petit, mon premier superviseur, qui a résumé exactement ce que c'était la prévise. La conférence peut s'arrêter ici. Comprendre la vision d'un réalisateur. Ça va. Désolé. C'est pas grave. Donc en gros, pour résumer ce qu'il a dit très rapidement, en quelques points, la prévise en fait c'est une technique qui permet de traduire l'intention du réalisateur en images animées. Donc c'est une maquette du film, ça reste une maquette du film, ce n'est pas le film fini. Ça j'insiste bien dessus à chaque fois, parce qu'on a souvent tendance à vouloir plus de la prévise alors que ça reste un document de travail intermédiaire entre guillemets. Et je fais vraiment le point là-dessus tout le temps. Et donc du coup, la prévise permet d'anticiper les problèmes. Je rigole parce que je vois des têtes. Donc si on fait une prévise, on peut anticiper plein de problèmes. Ça permet de savoir en fait, tout ce qui va marcher techniquement et narrativement. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont très difficiles à faire, comment on les remplace, comment on les change. Et la prévise, en fait, on va très vite en prévise normalement. On peut faire des shots sans qu'ils existent, entre guillemets.
Et donc du coup, on peut aller très vite raconter un trait narratif sans le faire définitivement, et on peut se dire ok, ça va marcher, ça va pas marcher, et à partir de là, du coup, on en tire une conclusion. On anticipe aussi le montage, le rythme du film, et on peut estimer le coût de la fabrication. On peut se dire il y a tant d'effets, donc ça va coûter tant, tel objet est proche, on met du détail dessus, tel objet est loin, donc du coup on met pas beaucoup de détails, d'argent ni de temps dessus, ça sert à ça, et aussi ça sert à faire travailler les équipes en parallèle. C'est-à-dire qu'avant le commencement du film, on fait une prévise alors que le film n'existe pas encore. Et ça permet d'être un support à la première discussion. C'est en fait, quand on imagine des choses, chacun peut imaginer des choses complètement différentes à partir du script. La prévise sert à justement donner une intention fixe et un support de base, quoi. Support de discussion commun à tous les départements. Et tous les départements peuvent discuter à partir de là. Donc en gros, ça nous gagne de l'énergie. Oui, question ? C'est utile de faire de la prévise sur des films qui n'ont aucun effet spéciaux? Oui, ça peut, parce qu'en fait, si tu veux tester ton montage, si tu veux tester tes arcs narratifs, si tu veux tester des choses, c'est comme ça que tu fais en fait. Voilà. Il y a une autre question ou pas? Au fond, c'est Félix. Je sais pas s'il lève la main ou pas. Il lève pas la main, je pense. Il est juste en train de se tirer. Une question ou pas? Faire un prévise, c'est à la limite prévoir tous les problèmes possibles que ça peut arriver au milieu de la prod. C'est ça sert vraiment à ça en fait. Si on fait une prévise, on sait à quoi ça va ressembler, donc du coup on sait à quoi s'en tenir. Et donc voilà. Et en fait, si on gagne du temps, on gagne de l'argent, donc on peut investir l'argent là où il faut, quoi. C'est-à-dire que voilà. Il y a une question? Qu'est-ce qui différencie la prévise du storyboard? Alors du coup, la grosse différence, c'est le passage en 3D. En fait, on a un storyboard. Et à partir de là, on va appliquer le storyboard en 3D. C'est-à-dire que le storyboard, il y a plein d'axes qui fonctionnent bien en 2D, mais qui fonctionnent beaucoup moins bien en 3D. Je dis n'importe quoi, tous les mouvements, tous les axes. Si on fait marcher un personnage, par exemple sur une case de board, ça va mettre peut-être 2 cases. On voit le personnage en entrée et sortie de champ. Et ben peut-être que c'est timé à, je dis n'importe quoi, 3 secondes. Sauf que pour parcourir la distance, un personnage en vrai, il mettrait beaucoup plus de temps. Donc ça veut dire qu'il y a soit une décision de montage, soit en fait on fait un cut dans le plan, soit on fait durer le plan plus longtemps ou des choses comme ça. Ça répond vraiment à la question aussi de montage. Oui. Vous savez que la prévise finalement c'est en rapport avec la mise en scène. Comment est-ce que vous échangez avec par exemple l'équipe déco, parce que vous commencez avant de l'équipe déco. C'est ça. Est-ce qu'il y a un échange? Il y a un échange constant, en fait on est vraiment entre tous les départements. Et avant de commencer à faire la prévise, en général, je vais voir chaque chef de département et je lui dis ok, je compte faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Là, bon, la dernière fois, on a travaillé sur un projet où on a mis une caméra très proche d'un asset. Je suis parti voir. Du coup, je suis parti voir la personne qui s'occupait des assets et je lui dis ok, est-ce que ton asset il tient la route si je mets une caméra littéralement à 2 cm de ton asset? Parce que si on met une caméra à 2 cm d'un asset, c'est-à-dire que l'asset il doit tenir suffisamment parce qu'on est une grosse résolution, enfin on va voir tous les détails, il y a plein de choses à simuler, par exemple si c'est un personnage, un insecte ou n'importe. L'asset il était ouf. L'asset il était dingue. On avait un asset dingue. Bref, en fait il faut juste savoir du coup où est-ce qu'on place la caméra parce que ça impacte tous les départements. Si on met une caméra à un endroit plutôt qu'un autre, ça va impacter le lighting, ça va impacter du coup aussi le rig, la modée, tout le monde va être impacté. Dernière question. Et si tu mets tes cams dans ta prévise, ça veut dire qu'après on peut plus bouger les cams? Ou alors si on les bouge, bah du coup toute ton anticipation elle est niquée quoi. C'est littéralement, la prévise sert à mettre les caméras et on met les caméras et les caméras ne bougent pas jusqu'à ce qu'on décide de les changer par grosse décision commune. Ouais, donc en fait t'as besoin du bonhomme qui choisit où on va mettre les cams quoi. Bah, en fait en prévise on fait littéralement les caméras. On fait les caméras, le mouvement. Donc t'es metteur en scène quoi. Oui, on est des généralistes qui faisons quasiment tout, mais très vite. Pas de la meilleure qualité possible, mais qui narrativement fonctionne. Ma dernière question. Vas-y. Est-ce que du coup cette liste permet d'arriver derrière à une technique, entre guillemets, une technical visualisation? C'est ça, mais ça c'est après. Allez. J'arrive. Là je vous montre du coup à quoi ressemble une prévise. Hop là, ici. Donc je sais pas si ça se voit de loin, malheureusement je pense qu'on voit rien. C'est des prévises qui sont... Donc c'est une prévise qui a été faite sur Moon Knight, la série Disney qui a été faite... là c'est un projet qui a été fait chez Framestore. Donc j'ai travaillé dessus, mais c'est pas mes plans qu'on voit dessus. Et en gros on voit des rendus
entre guillemets, de ce qui se fait le mieux, entre guillemets, en prévise, et on voit que c'est du rendu Maya en temps réel, quoi. Donc c'est pas non plus dingue en termes de rendu réaliste. Et c'est une prévise. Ensuite, du coup, je viens à l'autre chose, du coup, la question qui était posée par Quentin tout à l'heure. Merci Quentin. La prévise, ça sert à quoi? Du coup, ça sert à plein de choses à discuter, et entre autres, à discuter avec les techniciens. Là, ce qu'on voit ici, c'est la prévise qui a été faite. Donc c'est le making-of d'Avatar que j'ai repris. Et en gros, ici, on voit en fait un bateau. Ça, c'est le shot qui est vu tel quel dans la séquence. C'est ce qu'on voit. Et ensuite, nous, une fois que le shot est validé par le réalisateur, on s'occupe de le transmettre au reste de l'équipe pour leur expliquer la faisabilité du shot, techniquement et artistiquement, en fait. Du coup, on peut voir que du coup, quand on fait la caméra, on s'assure que le gars qui sera dans la voiture, qui va rouler dans la voiture, ce sera des accélérations qui sont, comment dire, faisables en voiture. Ça ne va pas passer de 0 à 100 d'un coup. Alors, on s'assure que du coup, le gars qui va conduire la voiture puisse le faire. On s'assure que du coup, la hauteur de la caméra soit bonne, parce qu'on a des grues spéciales. On s'assure que du coup, la hauteur de la caméra sera la bonne. Donc le mec qui s'occupe de l'opérateur caméra, il va suivre aussi le même document de prévise, où tout est indiqué dessus. Et là, du coup, on voit un espèce de bateau qui bouge. Et ben, en fait, quand on fait la prévise, on utilise aussi les données d'animation pour les autres techniciens. Donc du coup, là, en l'occurrence, c'est un bateau qui est sur les reins. Et ben, en fait, quand on fait la prévise, on doit aller vite, mais l'animation doit être quand même assez léchée dans certains cas, parce que du coup, c'est ce qui va être tourné pendant le tournage. Enfin, c'est ce qui va être tourné, quoi. Et donc du coup, c'est la prévise qui va servir de techvise. Techvise, c'est l'instant d'après qui permet à l'ensemble du personnel du tournage de se dire techniquement, techvise, on va faire ça comme ça. Et on a tous les angles possibles pour le faire. Vous réutilisez quelle proportion de matière 100%. En fait, quand on fait le shot, on doit penser à ce que le shot soit faisable. Donc du coup, en gros, on doit savoir que par exemple, une Scorpio 65, ça monte à tant de mètres. La vitesse de Scorpio 65, c'est une grue particulière. Et je sais plus si c'est soit Scorpio 65, on va dire telle grue, ou Numa, ou 65, 45, 72. Je dis pas de bêtises. On apprend plein de trucs très techniques, très détaillés, très geek. Et du coup, on sait la vitesse, par exemple, d'une voiture, enfin, on la connaît tous. Du coup, en général, une voiture, ça accélère pas de 0 à 100 d'un coup, c'est progressif. Et on essaie de faire en sorte que le conducteur de la voiture puisse avoir une vitesse constante si c'est une vitesse constante. On essaie de ne pas avoir des accélérations, par exemple, ou des choses comme ça, sauf si c'est vraiment voulu. Et je vous parlais d'un shot plus tard que j'ai fait, du coup, c'est un accident de voiture. On devait filmer 2 voitures qui se rentrent dedans, avec une voiture qui les filme. Et ben, il fallait que la voiture qui les filme freine à temps pour ne pas faire partie de l'accident, quoi. Et ils nous font vachement confiance, les gars. Donc c'est assez marrant, quoi. Et un autre type de shot que j'ai fait, après je laisserai place aux questions. Il y a un shot que j'ai fait pour NPC, mon tout premier shot pour NPC, et on devait faire un raccord hélicoptère-drone, et en fait on devait faire un seul plan. Et du coup, moi, ça survolait Paris, à la fin ça arrivait sur un aire de péage. Et en gros, du coup, j'ai fait tout le plan de vol, entre guillemets, avec les coordonnées sur la carte, de ce que le pilote d'hélicoptère devait faire, avec les hauteurs et les accélérations plus ou moins logiques, de ce qu'il devait faire pour rattraper le plan du droniste. Le droniste qui se calquait aussi sur la même vitesse. Sachant que c'est 2 machines différentes, 2 caméras différentes, il y a des astuces pour passer de l'un à l'autre, on a utilisé de la fumée en l'occurrence, mais en gros, on fait en sorte que l'illusion marche, on fait croire que c'est un seul shot, alors que c'est 2 caméras complètement différentes, 2 dispositifs complètement différents qui sont en jeu. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il y a de la matière d'animation que vous réutilisez sans avoir à animer derrière? Non, mais en général, quand on conçoit littéralement, c'est vraiment conçu, on vérifie nos vitesses, on vérifie tout ça. En fait, la technique, c'est un comment dire. Mais par contre, tu gardes les caméras, mais pas forcément l'anime, etc., ou la motion capture qui est utilisée par tout ça. C'est ça la question, je pense. La question j'ai pas compris alors. C'est en gros, ce qui sort de la prévise, qui est utilisé, c'est vraiment l'information de caméra, qui normalement ne change pas, à part exception ultime, mais après tout le reste du plan est refait entièrement, l'animation, etc. Ah, tout le reste est refait, mais en fait, entre guillemets, c'est la caméra qui dicte, parce que du coup, c'est ce qu'on peut... En fait, c'est le tournage qui dit que c'est pas la caméra, c'est le tournage. Ce qui a été tourné, en fait, si on refait des choses qui ont été tournées, ça veut dire qu'on décide de dépenser plus d'argent que ce qui était déjà fait. Et du coup, on n'utilise pas la matière première, donc ça veut dire que soit on sous-traite, soit on refait des choses, mais ça veut dire que la matière première n'est pas bonne. Et nous, on fait en sorte que la matière première soit le plus utilisable possible, parce que c'est quand même... Un tournage, c'est quand même des milliers d'euros par jour. Et du coup, en fait, on essaie de faire en sorte que quand le réalisateur arrive sur son plan de tournage, tout soit décidé, que chacun sache
où se mettre, qu'on dise bon bah, ok, il y a besoin de tant de lumière, on met tant de lumière. La dernière fois j'ai fait un plan de drone, du coup le réalisateur est venu, on avait rendez-vous avec lui il y a 13h, il est venu à 21h. C'était très drôle, et du coup en gros, il nous a dit ok bah, je vais mettre ma caméra ici, quel est ton angle? Du coup moi je devais calculer l'angle de la caméra, parce que du coup en fait on n'avait pas la bonne distance, et du coup c'était un drone qui fait un plan d'ensemble, et du coup on devait avoir l'angle qui correspond, parce que du coup on allait incruster le bonhomme dans un autre environnement qui est 10 fois plus grand, 100 fois plus grand quoi. Quentin, je t'appelle juste après, hein. Tu peux laisser la main. Voilà. Et en gros, du coup, c'était l'angle qui comptait. Donc du coup, une fois qu'on avait l'angle, et là, on est sur le plateau de tournage, il est 21h, on doit faire très vite, parce que tout le monde est fatigué, tout le monde veut rentrer, et on ne peut pas se louper en fait. Du coup, très vite, on doit dire au réalisateur, ok, bah, ton angle c'est tant de degrés, donc 65 degrés, et tu dois te mettre à 4 mètres et quelques pour avoir le shot que tu veux. Et en 2 secondes, il est venu nous voir. 4 minutes plus tard, le plan était tourné. Quoi. Il nous a juste demandé quelle info, et voilà. Et en général, on prépare des heures et des heures les plans. C'est très drôle. On est avec les chefs-op, on prépare toutes les caméras, on se met aux mêmes angles et tout. Et le réalisateur, il fait « mais ça marche pas, ça !» Et il change tout d'un coup. Et on doit être très, très, très réactif, parce que du coup, tout doit fonctionner. Donc du coup, il y a une certaine... on ne doit pas avoir de latence en prévise, entre guillemets. Le temps de latence, c'est primordial. On doit être super, super rapide et efficace. C'est pour ça que des fois, c'est ultra moche. Mais en fait, c'est narratif, c'est ce qui compte. C'est de la méthode, voilà. Quentin, vas-y. Petite question où j'espère que ça passera sur tes slides d'après. Typiquement, pour reprendre l'exemple du bateau là, qui est sur Vérin, est-ce que ce que vous utilisez en prévise et l'animation que vous utilisez dessus, elle est réinjectée sur les vérins et dans un système complètement. Complètement, l'animation est complètement réinjectée sur les vérins. Ouais. Et du coup, souvent, on est invité sur les plateaux de tournage pour aller voir ça. C'est très impressionnant. Pardon ? Les vérins, ça prend des FBX en fait ? Non, en fait, non, mais en fait, on refait tous les systèmes. En fait, du coup, quand c'est des vérins, on sait qu'en fait, on doit faire l'impulsion de chaque vérin avec chaque angle. Ouais, il faut le refaire, c'est pas ça. Non, en fait, on reprend on fait des rigs de vérins. Et en fait, on dit à l'opérateur, je sais pas comment on machiniste, bref, l'opérateur vérin, et on lui dit, bah, ok, ton vérin, il va devoir faire ce mouvement-là, avec cet angle-là. Et du coup, c'est comme ça que du coup, ça marche. Et évidemment, des fois, il y a des erreurs, mais c'est très, très, très minime, parce que du coup, on utilise des modèles physiques. Par exemple, pour le système de bateau, on utiliserait un vrai bateau, la vraie dimension du bateau pour le faire. Du coup, on a fait le traîneau dans comment ça s'appelle, les Animaux Fantastiques. Il y a un traîneau qui tombe comme ça. C'était, enfin, c'est pas un traîneau, mais c'était bref, un truc avec un cheval. Un carrosse, merci, un fiacre. Et du coup, en fait, le fiacre devait faire une espèce de chute. Bah, du coup, on a fait de la techvis dessus pour faire chuter correctement le fiacre. Et du coup, on est parti voir comment il faisait. Donc, du coup, il fallait que la caméra ait un certain mouvement. Et en plus, souvent, c'est des mouvements relatifs. Souvent, on sait quand on fait des plans et que l'un passe devant l'autre, la caméra ne va pas être plus loin que 2 à 4 mètres de l'objet. Donc des fois, ça sert à compenser les différents mouvements. À l'œil, on ne le voit pas. Mais en fait, techniquement, il faut que ça soit tourné. Donc du coup, des fois, on a des plans de hangar. C'est un truc que j'ai tout le temps. Des hangars, on dit, bon, bah, ce plan-là, il rentre dans cet hangar-là. Tu fais, putain, j'avais un hangar de 12 mètres de plus la dernière fois, là, j'en ai 12 de moins. Donc tous les plans de vol ou tous les héros qui volent des trucs ou machin, c'est qu'on a tout le temps à faire. Bah, du coup, il faut revoir le plan de comment ça va être tourné, parce que la caméra ne doit pas être si loin. Donc on dit à partir de là, du coup, ça passe en digidouble. Du coup, c'est une copie numérique du personnage, un jumeau numérique, comme on dit. Voilà. Et là, je vous montre un exemple, du coup. Ici, c'est le plan qui était prévisé. Là, on voit un autre plan, du coup, qui était... ça, c'est un tech-vis, et là, c'est le shot final. Donc là, on montre d'autres images à quoi ça ressemble. Et ici, on voit une autre étape. Donc là, on voit la prévise, tech-vis et post-vis. Post-vis, c'est quoi aussi? Donc, la prévise, on voit en 3D ce qui se passe. En tech-vis, on refait le plan 3D, mais pour les techniciens. Et en post-vis, on prend les éléments qui étaient tournés et on injecte dedans les premiers éléments de prévise. Par exemple, si c'est un personnage qui doit être intégré dedans, on intègre le personnage dans la plate, dans ce qui était tourné. Et du coup, comme ça, ça nous permet de voir une première fois le shot qui existe, alors que les effets ne sont pas faits, mais c'est la prévise qui est injectée dedans. J'espère que ça c'était clair. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé à toi ou quelqu'un que tu connais ou une anecdote quelqu'un qui avait fait un truc en tech-vis et en fait, une fois arrivé sur le plateau, sur le tournage ou whatever, les gens font genre, on peut pas faire ça, en fait, on n'a pas les
machines pour, on n'a pas les objets pour, on n'a pas la, je sais pas, la bagnole, on n'a pas les humains pour. Ça arrive pas, parce que si tu fais la tech vis, ils peuvent ne pas le tourner, mais en fait si on fait la tech vis, c'est que ça doit être jouable, parce que enfin, on a des superviseurs, et même nous, on sait très bien que c'est... Quand une voiture accélère trop, on a plein d'outils qu'on peut se faire. Par exemple, si un rig va trop loin, il devient rouge. Par exemple, si c'est un bras de grue qui fait 6 mètres, et que là on monte à 8 mètres, bah, le bras il va devenir rouge par exemple. Enfin, de toute façon, on sait, c'est tous nos marqueurs. Enfin, on mange de la grue, des trucs comme ça tous les jours, donc on sait. Étienne. Question chat, quels outils tu utilises, quel logiciel, et comment tu intègres au pipe avec les autres Je suis qu'à la moitié de la présentation. Je suis à la... Non, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Maya, Premiere Pro en général, Photoshop et After Effects pour finir le plan. Voilà. Mais After Effects, des fois on les a pas. Ce que tu fournis à la fin, c'est des fichiers vidéo quoi. C'est des fichiers vidéo avec toutes les données. Et des fois, du coup, on doit donner, quand c'est des données de Vérin, bah, on donne des locators ou des FBX que le gars peut réinterpréter en fait. On injecte ça, enfin, c'est des données, on peut sortir comment ça s'appelle, des Excel ou des machins comme ça. Enfin, voilà, on sort des fichiers qui encodent toute notre animation. Voilà, quand c'est des motion control aussi, on peut faire ça, ou quand c'est des grues, ou quand c'est un plan de vol, je sais pas. Enfin, voilà, on s'en sort en tout cas des documents physiques entre guillemets de ça après. Juste pour une anecdote, justement, je me souviens des Android associés qui avaient parlé d'un tournage sous l'eau. Et en fait, ils avaient dû changer les mouvements de caméra parce que les mouvements qu'ils avaient fait en 3D n'étaient pas humainement pas possibles avec l'inertie de l'eau et des caméramans sous l'eau. Et ça, c'est de la tech vis. Enfin, c'est vraiment qu'il y a un côté très physique et très réel et très contraignant. C'est ça, parce que du coup, si c'est une caméra, par exemple, si c'est une caméra à l'épaule, si c'est une caméra sur un trépied, si c'est une caméra sur un drone ou n'importe, c'est des comportements différents. Et l'élément dans le flux dans lequel elle se déplace, si c'est l'air ou n'importe quoi, influe beaucoup. Et là, du coup, il fallait utiliser la fameuse... comment ça s'appelle ? Voilà, c'est Archimède, quoi. Donc du coup, des fois, on se fait des rigs à la fin. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser j'ai fait un mouvement de caméra et à la fin, on le dit, c'est avec du Archimède dedans, quoi. Là, je vous montre, en gros, les seuls plans de prévis que j'ai à disposition. C'est vraiment pas mes meilleurs, c'est mes tout premiers shots. Donc je sais pas si quelqu'un arrive à voir, je sais pas si vous arrivez à voir là. C'est dommage. C'est mes tout premiers shots, du coup là, à gauche on voit les shots finaux, et à droite bah, c'est mes toutes premières prévises. Littéralement c'est mon tout premier shot, celui-là c'est mon tout premier shot de prévise à 100 plans. Et du coup on voit que c'est quasiment la même chose, et ça c'est une séquence sur laquelle on travaillait, on était 2 ou 3 pendant 3 ou 4 mois. Et donc on avait fait 4 minutes 30 de séquence, et ici on voit l'intégralité de la séquence dans le film, en GIF, du coup, 15 secondes. Ils ont supprimé tellement de choses, à la fin ils ont rien gardé, quoi. Voilà. Parce que du coup, c'est très souvent influencé par les choix de... En prévise, il y a certains acteurs qu'on ne peut pas tourner avec certains types d'objectifs. Si on shoot un acteur avec un 24 mm, certains acteurs sont protégés. On ne peut pas les filmer à moins de 3 ou 4 mètres avec un 24 mm. Faut savoir. C'est des 34 ou 50 mm, ça dépend des acteurs. Des acteurs, on ne peut pas les shooter avec des lenses trop déformantes. C'est drôle, mais ça arrive. Ah, je suis trop moche, j'ai eu un acteur comme ça. Etienne ? J'ai fait partie. Pour enchaîner là-dessus, j'ai eu un acteur une fois comme ça, on ne pouvait pas l'immerger dans plus de 2 cm d'eau. Au niveau des assurances, c'était interdit qu'il soit dans 3 cm d'eau, il devait se noyer, je sais pas, mais impossible. On a plein de demandes comme ça, très très bizarres. Qui change du coup toute la prévise, etc. Voilà. Nous on a même eu des acteurs qui voulaient changer de corps en prévise. Ça arrive très souvent. Il y a des actrices qui demandent à avoir des choses différentes en prévise que dans la réalité. Donc on est là genre bah non. Et du coup c'est comme ça qu'ils font valider des costumes ou des trucs comme ça quoi. Voilà. Au niveau de la technique, ce que tu fais sur ce plan, c'est tu bouges la caméra, tu bouges... Alors, ce que je fais dans ce plan. Oui, par exemple, si on prend ce plan-là, qui est mon deuxième plan, en gros, je sais que Lita, elle doit faire un coup de baguette pour attaquer les matagotes, alors qu'elle ne doit pas les attaquer. Parce qu'en fait, ils n'attaquent personne si on ne les attaque pas. Ça, c'est ce qu'on me dit au brief. Et donc, du coup, et derrière elle, il y a Mute, du coup, qui est sur sa bibliothèque qui tourne. Donc là-dessus, mon tout premier, enfin, pas tout premier shot, mais
vos premières recherches d'animation faisaient partie de savoir comment la bibliothèque allait bouger. En fait, vu que c'est une bibliothèque où chacun des, je sais pas comment c'est, des shelves, des étagères arrive d'une façon différente, il y en avait 50 ou 48, je sais plus, et ben c'est en prévis qu'on a vu, j'ai fait des plans larges, pour montrer à quoi va ressembler l'animation des shelves de ça. Une fois qu'on a déterminé l'animation, donc comment ils arrivent et disparaissent, on voit la rotation. Si la rotation elle est rapide, lente, dans un sens, on valide des choses comme ça, et après du coup on avance dans la prévise. Ouais. Les modèles 3D, on te les a filés ou tu te les certains, en fait, là les personnages ont été faits, mais très souvent on modélise, on rig, et on fait des FX nous-mêmes. On n'a pas le choix. En fait, si tu attends, tu perds du temps. Et à Third Floor, on est entre 4 à 6 shots, ça dépend. Des fois, c'est 2 shots si c'est compliqué par jour. Et en fait, c'est commencé et fini. Et après, du coup, ça dépend de la qualité qu'on recherche. Mais c'est entre 2 et 6 shots, il y en a qui peuvent... 6 shots, c'est pas mal. Après, vous avez des banques, etc. On a des banques, mais il y a plein de choses, du coup, on fait des effets. Si je reviens sur le mec qui souffle, là, alors je vais revenir, je prends un risque de fou. Le PowerPoint Mais non, ça va tenir. Ça, vous retenez tout. Si je reviens là-dessus, c'est bon. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Si on regarde ici, là, vous voyez, les FX, c'est vraiment moi qui les ai faits. Et en gros, à la base, on devait juste souffler un peu de poussière. Et moi, j'aimais bien l'effet de poussière qui va loin et tout. Donc j'ai proposé ça à mon superviseur. Et il a dit OK. À la base, il devait juste souffler. Et c'est moi qui ai fait des particules qui vont très loin, quoi. Je les ai fait arrêter à je sais plus de combien de mètres, quoi. Donc voilà, je les ai pas fait tuer tout de suite, quoi. Donc ça a été validé et on fait tous les FX. Ça aussi, du coup, c'était des shaders qu'on avait fait, que j'avais fait du coup. J'avais fait des shaders, en fait, voilà, on fait vraiment tout, mais très vite, quoi. J'ai une question du coup par rapport à ça qui est intéressante. Est-ce que ça veut dire que tu as une pré-prod dans ta prévise ou est-ce que tu es vraiment en full continu on est shot creator. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent d'un storyboard, mais nous on est shot creator, c'est-à-dire qu'on fait de A à Z tout. Et des fois on a des libertés même de narration entre guillemets, très limitées, mais on peut proposer des choses. Voilà. Donc des fois on a des storyboards, moi j'en ai rarement, mais il y en a plein qui en ont. Moi en général on me laisse en freestyle, je freestyle dessus, quoi. La prévise sur on-set, du coup, c'est aussi une chose importante. La prévise on-set, c'est sur le plateau de tournage. Et du coup, c'est très utilisé grâce aux écrans LED. On sait tous, voilà, c'est très à la mode, Mandalorian et compagnie. Et en gros, ça pose plein de questions. Ça veut dire qu'en fait, tout ça, c'est des prévises qui sont faites pour être, comment dire, entre autres Unreal. Mais c'est des prévises qui sont quand même assez, comment dire, on doit préparer le jour du tournage, des choses comme ça. C'est très peu mobile, entre guillemets. Parce que si c'est des... là, il y a Étienne qui fait des motion control, mais en fait, si on n'a pas des caméras qui bougent, il y a une espèce de temps de latence, et il y a plein de choses à prévoir. Si on bouge la caméra trop vite, l'écran ne va pas bouger à la même vitesse, et en fait, ça ne sert à rien de l'avoir. Enfin, donc il y a des astuces pour shooter sur un écran LED. On tourne à 120 fps ou des choses comme ça, on met on tourne plus d'images, et on met des fonds bleus, verts derrière eux, et tout. Il y a plein de techniques pour faire en sorte, pour combler les manques, entre guillemets, encore dus à la latence. Quand on bouge la caméra, ça met 2 millisecondes à bouger l'écran derrière, et des fois c'est perceptible. Voilà. Donc c'est un impact, mais quand même limité. Donc c'est souvent sur des trépieds ou des motion control. Question ouais. Sur le set comme ça, pour savoir si ta caméra elle doit bouger en fonction de ton acteur ou ton actrice, du coup tu as des capteurs sur les acteurs actrices ou juste ils sont calés au millimètre près parce que tout le monde a dit allez 3, 2, 1, go maintenant et on sait en fait que les acteurs ils savent plus ou moins d'où ils partent parce que du coup en fait le plan est composé. Donc on sait plus ou moins où part ton acteur et où il finit. Et donc c'est beaucoup plus facile de gérer, il y a des tu peux pas faire partir de l'acteur n'importe où si ton plan est composé correctement. Enfin c'est rare que tu dises ok, s'il part de là ou de là ça change pas grand chose, ça peut dans quelques cas. Mais très souvent, en fait, on est vraiment... c'est la composition qui prime, et ça dépend avec qui on travaille, hein, mais il y a des réalisateurs qui s'en foutent. Il y en a d'autres, c'est vraiment la composition, et donc chaque composition est travaillée avec le décor. Et du coup, le décor, il change en fonction du déplacement de l'acteur, ou tu fais juste play sur une vidéo dans le... Non, ça, la caméra fait bouger, dans ces cas-là, par exemple, c'est la caméra qui fait bouger le décor derrière. Ok, donc la caméra, elle a un tracker, qui est rebalancé dans une ride pour faire bouger la caméra. C'est ça. C'est des trackers dedans, mocap. Oui. Par rapport aux échelles de projet, si tu fais le long métrage là-dessus, est-ce qu'il y a des projets de plus petite échelle qui peuvent être intéressants de faire la prévise ou est-ce que c'est overkill?
Je pense que du coup, en fait, moi j'ai même travaillé sur des pubs de 30 secondes. Parce que du coup, en fait, d'ailleurs c'était très drôle, j'ai travaillé sur des pubs de 30 secondes, le réalisateur voulait que ça dure 48 secondes. C'était très drôle. Du coup, en gros, comment on gère ça? C'est parce que si on fait des formats Instagram, bah, vaut mieux savoir ce qu'on va tourner exactement. Parce que plus c'est court en vrai, plus il faut que ça soit, entre guillemets, étudié, comment dire, spécifique, quoi. Parce qu'on a moins, chaque frame compte encore plus qu'ailleurs, donc plus le format va être court, plus on a besoin de prévise en vrai. Mais rien que pour avoir comme un board, quoi. En fait, il y en a plein qui partent sans board, c'est une façon de faire qui marche très bien, mais du coup, on n'est pas sûr que ça fonctionne à l'arrivée parce que c'est du temps qu'on prend. En fait, si on dépense pas le temps en pré-prod, le temps on va quand même le dépenser quelque part si on veut un produit de qualité. Et soit on le dépense en pré-prod, soit on le dépense en production. Et là, ça coûte plus cher parce que tout est à bouger. Je vois des sourires. Tout est à bouger alors que les gens sont déjà là. Et là, ça coûte pas le prix d'une personne, ça coûte le prix d'une équipe. Et là, c'est pas les mêmes tarifs parce qu'on reste dans les industries. Là, du coup, c'était juste pour montrer la question, c'était quels outils j'utilise. Là, c'était une comparaison que j'ai faite pour le level up. Voilà. C'est difficile d'avoir les shots de prévise, donc du coup, j'en ai fait quelques-uns. Mais pour vous montrer juste des exemples très rapides. Donc là, en fait, je suis parti, je voulais reconstruire du coup l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile. Et en gros, c'est deux rendus différents. Un dans Maya, sans les lumières, et un dans Unreal, avec les lumières. Et en gros, là, c'est l'autre question qui se pose, c'est-à-dire c'est jusqu'où on pousse la prévise. Est-ce que c'est important d'avoir une prévise qui soit très 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 réaliste, ou très poussée, ou alors c'est juste... faut vraiment essayer de mettre le curseur avec son client, parce que c'est on travaille sur un client, parce que si on présente des choses très rapidement au client et qu'on montre que c'est facile, entre guillemets, d'itérer, bah on peut avoir des retours incessants sur des sujets qui n'en sont pas du tout. On a déjà eu des retours, moi j'ai déjà eu des retours sur des prévises où on devait changer la couleur des cheveux du conducteur dans la voiture qui est passager, quand on fait des foules de passagers, et le réalisateur était roux, et il voulait pas des roux dans son film. et moi, comme un con, c'était en Angleterre, c'était drôle, c'était très drôle. Du coup, je vois Ginger, je me dis, ça se trouve, ça veut dire autre chose. Je posais la question, du coup, à ma coordinatrice, qui me dit, en fait, Ginger, ça va bien dire comme ce que tu penses, et elle était rousse. Et il a écrit Get rid of the fucking ginger. J'avais la ligne. Et je dis ça veut dire quoi en fait? C'est la voiture ou c'est le gars? Non, c'est le mec roux. Je vais changer la couleur de cheveux. Voilà. Donc des fois c'était un détail, du coup ça me faisait ressortir le shot pour littéralement rien. Parce qu'en fait on s'en fout. Mais des fois ils nous font tellement confiance que dans ces plans-là, quand je les ai vus, donc c'est sur Spider-Man. Merde. Notre projet. Et quand on regarde la couleur des mecs dans la foule, des t-shirts, c'est les mêmes qu'on prévise. Donc voilà. Ça c'était assez impressionnant. On a habillé les c'était marrant. pour avoir un côté. Tout ça pour revenir là-dessus, c'est juste pour dire que avec Unreal, on fait des images plus belles, mais en fait on va pas aussi vite que dans Maya dans certains cas, parce que du coup on passe du temps à faire de l'affinage d'images, alors que des fois on n'en a pas besoin, parce que ce qui compte vraiment c'est la composition, la narration, et si c'est jouable ou pas, et si c'est tournable, et ça marche dans le cut. Du coup là je vous ai fait un exemple de ce qu'on peut faire dans Unreal rapidement, pour faire un écho à un projet sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. Et en gros, j'ai travaillé sur un projet où on a fait de la prévise avec une manette que j'ai ramenée ici, mais du coup on n'a pas réussi à faire tout le même truc, parce que j'ai fait trop tard. Et en gros, au lieu d'animer les voitures à la main, on a joué avec Arnaud qui est je sais plus où au fond, qui était mon alternant, qui est très très fort en jeu de voiture, et qui fait des dérapages mais absolument contrôlés de fou. Et du coup on a fait toutes nos séquences de prévise, du coup d'animation, à la manette. Et en fait, bah, ça coûtait pas très cher, entre guillemets, de réanimer un shot, parce qu'il suffisait de juste refaire play dans Unreal, et de rejouer, de faire un record sur la voiture. Et du coup, on dit, bon, bah, est-ce que ça vous va? Voilà, c'était assez drôle. Mais en fait, c'est vraiment pas le but de la prévise. Là, c'est vraiment overkill de ouf, d'arriver à de la prévise, entre guillemets, hyper jolie, quoi. Parce que c'est vraiment pas de la prévise, du coup, c'est plus du book dev, plus avec la technique, quoi. Enfin, avec la prévise, pardon. Voilà, je vous montre juste je me suis filmé à l'arrache et je me suis dit que ça serait trop bien de faire rouler des camions de poubelles dans Paris.
des délires. C'est juste pour montrer qu'on peut enregistrer. Et du coup, si on veut peupler la place de l'étoile rapidement, ben, on peut prendre tous les assets qu'il y a dans Unreal, City Sample par exemple, et on peut enregistrer. Et puis, on peut se faire 50 voitures qui roulent les unes après à côté des autres. Vu qu'on record et on peut revoir ce qui a été joué, ben, on peut peupler par exemple la place de la Concorde, enfin la place de l'étoile très très rapidement, quoi. Comme on ne voit pas dans l'exemple. Voilà, là j'ai mis des taxis au lieu de camions de poubelle. Après, on peut régler très facilement une voiture, la mettre dedans, personnaliser tout ça, ça va très vite. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut avoir. On se aussi... trouve avec des taxis new-yorkais dans les films français, quoi. Bah, on peut, voilà, si on veut. Parce que le réal, à la fin, il va regarder ce que tu as fait, il va te faire hyper confiance. On peut, en fait, du coup, on peut récupérer le mouvement de la voiture, le remettre sur notre voiture, on peut faire plein de choses, en fait, ça va très vite. Enfin, très vite. C'est du retarget, du coup, si on sait retargeter les voitures correctement, comme le personnage, voilà, ça donne des shots comme ça, et là, c'est en game, quoi. Voilà. Et là, tu enregistres dans le recorder. Tu peux enregistrer plein de places différentes. Et en fait, tu as joué pendant 5 minutes. Et tu as fait, je sais pas, 30 voitures qui roulent. Et tu as facturé 1000 balles. Et tu as facturé 1000 balles. Parce que c'est une vraie voiture. Enfin, c'est des simulations physiques. Du coup, quand on crée une voiture, on peut mettre le poids, le torque, tout ça. Enfin, ça va c'est très poussé. Et il y a même des fois où on met des vraies valeurs. Et le client nous dit non mais ça c'est pas réaliste. Et tu dis écoute, ça on sait que c'est réaliste parce que du coup c'est vraiment le même moteur, on a tout mis bien comme il faut donc ça marche quoi. Question de 1 à 10, à quel point souvent vous utilisez un Unreal pour faire de la prévise? Pas tout le temps, c'est variable. Je sais pas. Je peux dire un projet sur 3 ou sur 4. Et encore, ça dépend en fait, ça dépend de l'utilité d'Unreal. Unreal, on peut faire, il y a plein d'outils, par exemple les splines, les machins et tout, les IA. Si on a besoin, par exemple, de quelqu'un qui fonce dans une foule de voitures, bah, on peut le faire plus rapidement avec Unreal. Moi, par rapport à cette question, c'est que les Android m'ont appelé pour faire de la prévise, mais c'est quand il y avait par exemple une intention de lumière, qui n'était pas possible à faire dans Maya ou très compliqué, ou dans Motion Builder en l'occurrence chez les Android. Mais voilà, il y avait justement sur un... J'avais pu, moi, travailler sur Alan Wake 2, où en fait la lumière dans le jeu a un impact sur le gameplay, et quand sur Motion Builder c'est très compliqué, du coup on a utilisé Unreal dans ce cas. Du FX très lourd. Du FX très lourd, on en a fait avec Bastien, on a fait des explosions de villes, et on faisait rouler des voitures dessus, de cette façon-là, parce que j'adore animer comme ça. Et en fait, une ville qui explose dans Maya, lire les alambics ou les simulations, c'est impossible. Et du coup, en fait, dans Unreal, on pouvait mettre des chiffres. Je crois que c'était un cache de 146 Go, je dis pas de bêtises. Je pense que tu pas de bêtises. 146 Go. Et du coup, de cache d'explosion, et on faisait rouler les voitures dessus. Après, on a fait tout le lighting dessus. Enfin, on peut mettre plein de choses, et du coup, retravailler tous les plans, et créer de nouveaux plans, malheureusement, du coup, en faisant ça. Parce que du coup, en faisant ça, du coup, les clients disent « Ah, mais en fait, ça marche bien et tout. Viens, on crée des plans qui n'ont pas été tournés, en plus, pour en faire des plus full 3D, quoi. » Voilà. Et ça vend des fois les choses comme ça. Et en feature. Conclusion, et je finirai là-dessus, et après je me laisserai place aux autres questions. Je finis, et après je vous laisse les questions. La prévise, c'est un document de travail intermédiaire, je répète, intermédiaire, c'est-à-dire que du coup, c'est pas un document final, on ne fait pas de la mime finale, on ne fait pas du tout de ce qui est final. On pose toutes les intentions par contre, c'est très important, et ça sert surtout à estimer le coût du projet et rythmer le projet et savoir faire un film qui soit une expérience, n'importe, qui soit regardable et qui soit le plus proche de l'intention du réalisateur, c'est le plus important. Voilà, c'est résoudre tous les problèmes techniques pour que le narratif prime et ça c'est le plus important. C'est aussi utile, ça nous sert aussi de document comme je dis, de discussion avec le client et voilà. À la fin, j'ai mis la phrase « l'outil ne fait pas le maître » parce que j'ai mis une autre conclusion. Du coup, l'outil ne fait pas le maître et c'est pas l'outil qui va compter. En fait, si on peut faire une prévise avec n'importe quoi. Les toutes premières prévises ont été commencées... Enfin, une prévise, c'est juste une maquette du film. Donc, du coup, avec des Lego ou n'importe quoi, et ça marche très bien, en fait. C'est ça, une prévise. C'est pas ce qui compte. Et la prévise, ça a 20 ans, quasiment cette année. Le département prévise était un département au sein d'ILM sur les projets d'ILM. Et en fait, c'est les gens de ce département qui ont décidé d'externaliser, de devenir une entreprise plutôt qu'un département afin de faire plus de prévises et des prévises pour les autres. Et c'est comme ça que du coup, ce soft floor est né.
fondé entre autres par Chris Edwards et plein d'autres. Et du coup, c'est vrai que la prévise est devenue maintenant, plus d'être un département, une chose qu'on peut commander, entre guillemets, on peut sous-traiter. Voilà. Et j'ai pas de mot de conclusion. Donc, merci à vous. Est-ce que du coup, avec l'évolution d'Unreal, vous voyez aller vers une fusion de la prévise, de la techvise et de la post-vise, ou est-ce que ça sera toujours séparé et il faudra quand même... Alors, la question c'est, est-ce qu'avec l'évolution, ce que je dis dans le micro, parce que ce n'est pas enregistré, est-ce qu'avec l'évolution d'Unreal, on voit les étapes de prévise, techvise, post-vise se rapprocher de plus en plus? En fait, ça reste un outil, Unreal en vrai. Du coup, ça veut dire que pendant le tournage, il y a peut-être des choses qui vont changer. Ça ne va pas porter plus que ce qu'il y a déjà en fait. Unreal ne va pas avoir une vraie influence sur les 3 étapes selon moi. Parce que dans tous les cas, en fait, les étapes, elles sont les mêmes. En fait, si on sait que la caméra va être à 3 mètres du sol et qu'elle va avancer à 2 mètres par seconde, bah, ça sera la même chose dans Maya ou dans Unreal. Voilà, je trouve que ça ne fait pas de différence pour moi. Un complément d'information, c'est qu'Unreal, ce qu'il apporte, c'est peut-être des facilités sur certains points. Oui. Voilà. Bah. Et du coup, pour rebondir dans le sens, il rajoute aussi du live vise, qui est un peu du post-vise, mais pendant que ça tourne. Ouais. Et qui réutilise les assets de la vise. De la prévise. Il y a du live vise et qui devient ensuite le post-vise et ça fait un peu le lien entre le tout. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, en fait, c'est pendant. Moi j'appelle ça. Enfin, c'est de la prévise du coup. Pour moi, parce que du coup, c'est vu qu'on change avant que ce soit tourné, ça reste de la prévise. Là, c'est des gens qui font de la live vise. Parce que la live vise, ça veut dire qu'on change pendant le tournage. Enfin, pendant le moment où c'est en train de record, quoi. Mais si tu le visualises pour ça. Voilà, et après tu peux le visualiser directement, mais ça fait de la post-vise. Je t'en mets, désolé. Le micro derrière. Moi, je me posais des questions de l'usage de Blender pour la prévise, parce que vu qu'il y a un système de montage à l'intérieur, il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez adaptés. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un séquenceur. Et en fait, si on a un séquenceur dans Maya ou Motion Builder ou n'importe, en fait, dès qu'on a un séquenceur, on peut faire de la prévise. On peut même faire de la prévise sans le séquenceur, du moment qu'on a une timeline d'animation, on peut sortir plan par plan. L'avantage de Maya, c'est qu'on peut faire le rig et tout le reste d'un coup, et que les gens travaillent plus sur Maya par habitude. C'est surtout par rapport aux ressources actuelles des personnes. Il y a plus de gens qui utilisent Maya que Blender. Blender, il y a plein de choses qui sont encore limitées mais qui sont incroyables. C'est pour ça que Maya est encore plus utile, parce que du coup le viewport de Maya, et je voulais faire un sujet là-dessus, il est quand même pas mal, on ne le dit pas assez. Moi je suis un grand fan du viewport de Maya. Il a ses limites, mais en vrai, il y a moyen de faire des belles prévises avec le viewport de Maya, parce que du coup il y a plein de choses qui sont dedans. Il y a le viewport 2.0 qui est sorti il y a au moins 10 ans, qui est efficace quoi. Il y a le live link avec le live link, on l'utilise, ouais. Le live link c'est pas mal. Le live link c'est pas mal. Alors le live link c'est juste, ça permet, pour ceux qui ne savent pas, c'est de faire une connexion entre Maya et Unreal. Moi j'utilise par exemple le live link plutôt quand je fais de la prise de mocap, la capture de mocap. En fait souvent, pendant la mocap, on fait naviguer les personnages, enfin les acteurs, dans l'environnement virtuel. Et comme ça, on sait où sont les tables, où sont les différentes choses. Je vois les gens qui sont... Et en fait, ça sert à avoir un tournage qui est beaucoup plus fiable. C'est-à-dire qu'on sait où sont les choses, et à se spatialiser en tant qu'acteur, c'est beaucoup plus facile que de ne pas le faire. Quand on n'en fait pas, on le voit directement après, parce que du coup, les personnages se prennent des tables, ou des choses comme ça. Et après, ça fait des retakes d'anime, alors que du coup, on aurait pu juste anticiper les choses. Voilà. D'après toi, quel rôle pourrait avoir la prévise ou pas la prévise dans l'industrie du gilet? Un rôle majeur. Non, mais ça a le même rôle que dans... En fait, ça dépend de... Moi, j'ai déjà travaillé sur des choses que je ne peux pas noter ici. J'ai travaillé sur des projets secrets, entre guillemets. C'est des boîtes de jeux vidéo qui nous commandent des prévises pour montrer à quoi va ressembler le gameplay. Donc du coup, on fait du faux gameplay. On peut faire du faux gameplay pour vendre le projet, mais aussi du faux gameplay en interne, pour voir la limite du projet ou ce que ça va apporter. J'en ai fait plein avant, et en fait on peut voir, du coup on montre, en fait c'est les personnes décisionnaires dans les boîtes qui décident de présenter un type de projet,
il se pose la question si ça serait plus, enfin si ce serait mieux d'une façon ou d'une autre. Enfin, c'est les 3 C si vous les connaissez. C'est voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut voir les différentes comment on commande, comment on joue, comment on gagne, et des choses comme ça dans le jeu. Et on peut faire une vidéo de ça et puis on montre très rapidement à quoi ça ressemble. C'est un faux trailer gameplay en amont quoi. Ouais, c'est un faux trailer gameplay, on montre tout comment ça se passe, on fait même les inventaires et tout quoi. Merci. Est-ce que des fois il n'y a pas un peu une frustration de faire que des rendus viewport et de jamais travailler sur l'image finie et quand on va au cinéma on dit moi j'ai fait le déplacement de caméra mais en fait tout mon taf tu le vois pas là vraiment? C'est une grande question parce que moi je viens du compositing. Donc je faisais du compositing à la base, moi ce que j'aime c'est l'image, la belle lumière, et en prévise on en fait jamais. Non en vrai non, parce que du coup ce qui compte en fait c'est raconter des histoires, et en fait bah, si le plan, en fait moi on est beaucoup moins, ça c'est mon plan, ça c'est mon truc, en vrai dans tous les cas ça reste un travail d'équipe, la plupart des shots qu'on fait vont être faits à plusieurs, et en fait c'est plus ça la gratification selon moi, de travailler sur un projet, de se dire ça je l'ai fait avec mon super pote, ou ça je l'ai fait avec machin et tout, c'est encore plus gratifiant que de dire ça c'est que moi. Évidemment ça fait du bien, ça flatte l'ego, mais quand on arrive et qu'on dit bon ça c'était trop bien avec ce gars-là, on a travaillé, donc c'est assez cool. Il n'y a pas de frustration qui se crée parce que du coup en gros, vraiment on en fait des tonnes par jour. Donc vraiment il n'y a pas de vraie frustration. Est-ce que ça peut vous arriver d'utiliser de l'IA pour la prévise? Non. Est-ce qu'on utilise de l'IA pour la prévise? On n'utilise pas de l'IA parce que du coup en fait, l'IA, en fait en prévise on doit itérer très vite. Et en fait on fait, en prévise quand on travaille, on fait plus des systèmes d'animation. C'est-à-dire que si je fais par exemple, des voitures qui sont sur le rond-point par exemple, bah, au lieu de faire une voiture qui roule en animation qui freine, soit je vais faire un motion pass, soit je vais faire des systèmes de locator, ou des choses comme ça, si jamais on me demande, parce qu'on va me demander c'est sûr, que la voiture aille plus vite ou moins vite, parce que c'est tout le temps comme ça. En fait les gens imaginent des choses, mais tant qu'on ne les voit pas, en fait le premier retour d'un client c'est souvent « Ah, si c'est une voiture qui roule, je pensais que ça irait plus vite ou moins vite ». Ça arrive très rarement de dire la bonne vitesse, parce que les gens n'arrivent pas à visualiser tant qu'ils n'ont pas le produit sous les yeux, quoi. Ça crée plein de problèmes. Si on ne fait pas de prévise par contre, si on ne fait pas de prévise, on a tendance à avancer dans le shot. Et en fait, si on ne voit pas la séquence en entier, on peut revenir ensuite sur la séquence entière, parce que du coup, il n'y a pas de prévise, parce que des shots sont partis dans une direction. Et en fait, quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe, ça n'a plus de sens. Et du coup, là, on revient en prévise, et on fait de la prévise, alors que les shots sont quasiment au complet, quoi. Ça arrive très souvent. Donc, faites de la prévise. Merci. Ça c'était la première conférence, il y a eu une autre de 2 heures. Non, merci, c'était top. De toute façon, on a tout enregistré aussi, donc vous pourrez revoir ça déjà dans 2-3 jours, ça sera disponible sur YouTube et après dans une semaine ou deux. J'espère que ça vous a plu. Merci encore Hassan. Petit rappel sur le 13 décembre. Du coup, en fait, le 13 décembre, c'est une édition spéciale avec Epic Games où il y aura 3 conférences en tout. Ça va commencer plus tôt à 19h, cette fois ça commencera vraiment à l'heure. Il n'y aura pas d'édition pour le mois de décembre. Du coup, level up, mais il y aura l'édition pour Europe le vendredi 13. Ça porte donc voilà, peut-être que moi j'organiserai peut-être pour Noël un mercredi avant Noël, juste pour aller boire un verre si vous voulez dans ce bar. Il n'y aura pas de conférence, parce qu'il faut qu'on se repose. Merci beaucoup.